Gaspésien d'origine, il s'est fait remarquer dans les rangs libéraux pour ses talents d'organisateur politique. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour. Vous dites que vous étiez près de M. Garneau. Vous avez joué un certain rôle aussi pour sa succession dans son comté de Jean Talon. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au lendemain d'un leadership comme ça, il reste toujours des séquelles. Là. Alors, évidemment, moi, j'étais de la vieille gang. Hein, on veut dire les choses telles qu'elles sont par rapport au renouveau du parti et avec tous ceux qui avaient travaillé dans les comtés ou un peu partout pour M. Ryan, ce monde-là souhaitait l'accompagner dans la démarche jusqu'à la prise du pouvoir. Et donc, disons que j'étais dans le coin, et le coin qui était pas loin de la porte. Ça faisait partie de la game. Ça faisait pas mon affaire, mais c'était ça, la réalité. Alors, est arrivée donc la démission de Raymond Garneau. Comme député. Comme député de Jean Talon. Parce que la cohabitation n'était pas possible. Puis je pense que Raymond Garneau a pris la bonne décision à ce moment-là. C'était une cohabitation qui n'était pas possible. Donc, Raymond a pris la bonne décision et s'est enclenché une élection partielle où le PQ a très vite choisi Mme Louise Baudouin, qui était une figure à l'époque en puissance, en montée là, pour le Parti québécois, assez bien implanté à Québec aussi, et il y avait un danger. Donc, on s'est retrouvé devant une volonté de M. Ryan de présenter un individu qu'il ne nous avait pas identifié encore. C'était le premier vrai test pour le Parti libéral. Et c'était donc dans un comté dédié en totalité à Raymond Garneau, même presque anti-Ryan, frustré de l'attitude de M. Ryan vis-à-vis Raymond le soir du leadership. Donc, il y avait un danger assez important. Alors, un soir, j'étais à ce moment-là chef de cabinet de M. Robert Lamontagne, qui était député de Roberval et whip du Parti libéral. Je fais part à M. Lamontagne qu'il y a un danger réel pour le Parti libéral de perdre Jean Talon s'il n'y a pas un candidat de compromis qui va à la fois allier les Garneau et qui sera capable aussi de faire un lien, une jonction avec le clan Ryan. Alors, M. Lamontagne me dit « Ah, ça existe-tu, ce gars-là? » Alors, j'ai dit « M. Lamontagne, il y en a un. » Oui, OK. Il dit « Jean-Claude Rivet. » Fait que là, M. Lamontagne, puis tout le monde autour dit « Oui, c'est une bonne idée, mais Jean-Claude ne voudra jamais. » M. Lamontagne me dit. Il était à ce moment-là? À ce moment-là, il était le conseiller principal de M. Gérard Delévesque, qui était le chef de l'opposition. Parce que M. Ryan, étant chef, mais n'étant pas député, ne pouvait être au niveau du Parlement. Alors, M. Lamontagne me dit, t'as le mandat, va le chercher. Alors, le lendemain, je me présente dans le bureau de Jean-Claude Rivet, je lui fais le même scénario, et quand on connaît Jean-Claude Rivet, hein, alors, comme il aimait se payer la tête des députés. Alors, finalement, après un exercice d'une demi-heure, je lui dis, les gens de Jean Talon t'attendent demain soir au sous-sol de l'église Intel pour te signifier que c'est toi qui veux comme candidat. J'ai dit, le minimum que tu dois faire, c'est de venir les rencontrer, par respect. On s'est organisé pour pacter le sous-sol de l'église. Fait que mon Jean-Claude est arrivé là, il était un peu impressionné. Fait que Jean-Claude s'est commis. Mais là, c'était pas encore allé aux oreilles de M. Ryan, ça. Alors, M. Ryan, il y avait quelqu'un d'autre à l'esprit. Alors, qui était Claude Garcia, personnage assez important et assez influent aussi, mais pas de racines nécessairement dans le comté de Jean Talon. Et là, s'est engagé un bras de fer pour tenter de régler les affaires à un point tel que M. Ryan a
convoqué au cercle de la garnison, à un moment donné, M. Lesage, Julien Giasson, qui était à l'époque député, mais qui avait été ministre sous M. Bourassa, Gilles Richard, l'organisateur en chef de l'Est du Québec, l'a convoqué Jean-Claude Rivet pour tirer au clair la situation de candidature dans Jean Talon. Alors, j'ai reconduit Jean-Claude au cercle de la garnison. Quand il est sorti de là, il dit « Oh! Quelle réunion! » Il dit « C'est clair qu'il ne me veut pas. » Alors, j'ai dit « Tu fais quoi? » Il dit « Je suis candidat. » Donc, le lendemain, j'ai reçu des ordres de me tenir tranquille. Mais j'ai travaillé le soir et la nuit avec des gens. Et de toute façon, Jean-Claude Rivet est passé à une convention que M. Ryan a décrétée, sans que M. Garcia soit candidat, et est devenu le député de Jean Talon. Et c'est là qu'on a développé le porte-à-porte systématique. Des femmes de médecins, tout ce qu'on pouvait avoir comme personne pour aller frapper aux portes, porter le message du Parti libéral, de Jean-Claude Rivet, systématique. Le comté de Jean Talon a été littéralement, il n'y a pas une porte qui n'a pas été faite pour tenter d'identifier les électeurs, que les gens puissent se commettre quand tu frappes, mais les électeurs, hein, c'est le reflet du Québec. C'est pas nécessairement la vérité qu'ils disaient. Et là, on a commencé à développer la méthode de contre-vérification de l'information. À un point tel qu'à la fin de l'exercice en 85, on avait 42 moyens de trouver la vérité. De telle sorte que lorsqu'on arrivait le jour du vote, ceux qu'on sortait étaient passés à travers toute cette grille. Comme étant des appuis sûrs. Sûrs. Aussitôt que parmi les 40 éléments qu'on pouvait vérifier, il y avait un doute, il était laissé de côté, dépendamment de la stratégie qu'on allait utiliser à la fin du vote. Puis Jean-Claude Rivet est devenu député de Jean Talon. Et c'est un des faits d'armes dans les partiels les plus intéressants parce que la contribution de Jean-Claude Rivet à l'équipe libérale a été exceptionnelle et le parti s'est senti revigoré à ce moment-là. Il a senti que, dorénavant, tout était possible. Mais en utilisant la méthode, en faisant en sorte que sur le terrain, cette méthode-là se propage un peu partout, et ce qui allait nous mener à 1980 au référendum. Et au référendum de 80, vous l'avez appliqué de quelle façon? Un peu différemment. Donc, le référendum, c'était un vote. C'était le vote. Donc, ce qu'on a fait, c'est, de manière systématique, c'est qu'on a formé notre monde avec la méthode, partout à travers le Québec, mais de manière particulière à Montréal, parce que dans un comté comme Darcy-Miggy, qui avait 52 000 électeurs par rapport à Matane, il y en avait 26 000, que de faire voter à 90 ou 92 l'électorat, faisant en sorte que ça venait, même si Matane pouvait voter pour le oui, bien, à ce moment-là, tu ramassais 42, 43, 44 000 votes pratiquement assurés, puis dans ton décompte global. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé les gens pour sortir le vote. Et évidemment, là, avec toute l'atmosphère de l'époque, l'information, la communication, donc l'engouement était là. Ce qui a fait la différence au référendum de 80, c'est ça. C'est pas les régions du Québec qui ont fait la différence. C'est la capacité du clan du non à faire en sorte que les votes des communautés ethniques de l'ouest de Montréal sortent de manière massive. C'est ce qui est arrivé. Donc, et cette méthode-là, encore une fois, avait fait la démonstration là, que lorsque vous le prenez section de vote par section de vote, avec un responsable, des adjoints, multiplié par le nombre de sections de vote et avec une organisation qui est près du monde. On a sorti des organisateurs qui étaient dans des bureaux et ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des organisateurs dans des grandes salles accessibles au monde. Ça a été une grosse différence. Donc, le changement de mentalité ou d'organisation d'avant les années 60 par rapport aux années 80, c'est ce qui a fait que l'accessibilité des organisateurs fait en sorte qu'à un moment donné, les gens viennent, les gens se sentent
utile, impliqué, et le résultat était là. Mais dans le camp du non, il y avait beaucoup de personnes. C'est un comité parapluie. Tout le monde, enfin, il devait y avoir plusieurs personnes qui voulaient prendre crédit de la victoire du non le soir du référendum. Comment ça s'est joué, ça? D'abord, qu'il y avait à l'époque M. Camille Sanson qui avait sa propre formation. Il y avait les conservateurs, il y avait le NPD, il y avait les libéraux provinciaux, les libéraux fédéraux. Donc, c'était une grande famille qui se réunissait de manière assez régulière pour la stratégie. C'était toujours des situations de compromis, de visibilité. Tu avais le grand frère fédéral qui était toujours présent, qui souhaitait intervenir et en avoir les crédits. Et jusqu'au jour où il a été décidé que la présence que M. Trudeau, qui était alors premier ministre du Canada, devait au minimum faire une apparition au Québec. Ça n'avait pas de bon sens. Si le premier ministre du Canada, un Québécois, même si les centralisateurs ne viennent pas s'adresser au Québec. Donc, il y a eu le rassemblement de Paul Sauvé, qui était une semaine ou 10 jours avant le 20 mai, qui avait été un succès où M. Trudeau s'était engagé, remettait les sièges en jeu quant au résultat du référendum. Donc, à partir du moment où M. Trudeau est venu au Québec, là, il s'est installé un sentiment de confiance où, définitivement, le référendum était gagné, mais que c'était dû à la venue de Trudeau, qui, lui, avait vraiment assis les affaires et fait en sorte de paver la voie à la victoire. Donc, dans l'intervalle, on préparait donc la soirée de la victoire à Verdun et à l'Aréna de Verdun. Donc, il y avait des scénarios, qui parlent, et ainsi de suite. Et le délégué du gouvernement fédéral à ce moment-là était M. Jean Chrétien, qui était le ministre responsable du Québec, et ainsi de suite. Alors que nous étions réunis dans une salle de joueurs en attendant le résultat, les résultats ont commencé à sortir. On a dit, bon, maintenant, le scénario, c'est M. Chrétien va parler, M. Ryan, c'est Émile Genet qui animait la soirée. On avait réussi à avoir 4 ou 5 personnes du monde culturel. Alors, donc, à partir de ça, dans la salle où nous étions, M. Chrétien était là, M. Ryan, plusieurs personnalités. Les services de sécurité, parce que c'était assez haute merci à ce moment-là, les services de sécurité avaient prévu là, les systèmes de sécurité de charrue pour amener les gens en avant, là, à 3 niveaux, GRC, Sûreté du Québec et la Police de Montréal. Et en préparation, à un moment X, on avait un téléphone, le téléphone sonne. Je prends le téléphone, on dit oui. On dit, vous auriez intérêt à ce que M. Ryan parle très rapidement parce que M. Trudeau s'apprête à parler à la nation. J'ai dit, qui parle? On dit, c'est un ami qui veut du bien au Québec. Et le téléphone s'est fermé. À ce moment-là, j'ai pris Pierre Petitgrou, qui était le chef de cabinet de M. Ryan. J'ai compté ça à Pierre, qui est allé le compter à M. Ryan. Et dans la Chambre des joueurs. Dans la Chambre des joueurs. Et la réaction a été instantanée. Instantanée. La colère s'est emparée de M. Ryan. Et à ce moment-là, pour lui, il n'était plus question que M. Chrétien s'adresse à la population. Et comme on devait intervenir une demi-heure plus tard, il a décidé que c'était maintenant. Donc, il est parti sous le poids d'une nouvelle qui le frustrait, pour dire des beaux mots. Et le discours de M. Ryan ce soir-là n'était pas un discours très conciliant. C'était un discours de victoire. Et je pense, à mon point de vue, que l'élection de 1981 s'est réglée ce soir-là par le discours et l'attitude de M. Ryan dans la victoire. Trop triomphant? En fait, un discours un peu acrimonieux. Et au bout de la ligne, quand tu regardes ce qui se passait dans la société québécoise, ça prenait un discours de réconciliation. Parce que
à 40 de gens qui votaient pour l'indépendance du Québec, il y avait des ferveurs sincères à ce moment-là, et c'était le temps de tendre la main pour être capable de planifier le futur. Et ce qui n'avait pas été le cas, contrairement à ce que René Lévesque a eu comme attitude en disant aux gens qui étaient déçus, mais qui leur donnaient rendez-vous à la prochaine. Donc, ce soir-là, ça a véritablement été le coup de téléphone anonyme de quelqu'un d'Ottawa depuis près de Pierre-Éliott Trudeau. Que vous n'avez pas reconnu? Non, transmis donc à M. Ryan, qui ont enclenché une réaction où, disons que l'épiderme était atteinte et très réfractaire à ce genre d'informations-là, et ça a donné ce que ça a donné le soir du référendum. Avez-vous proposé votre candidature pour les élections de 81? Parce que vous n'avez pas été candidat à 81. Non. En fait, j'avais, compte tenu des succès d'élections partielles et ainsi de suite, Pierre Bibeau, qui était responsable de directeur général du parti à ce moment-là, avait dit à M. Ryan, Marc Yvan, il faut le garder dans la formation, c'est lui qui a monté le manuel d'organisation, donc il faut le garder carrément sur le plan de l'organisation. Il n'y avait pas de candidat dans ma tente encore à ce moment-là. Et moi, j'avais passé le message, s'il faut que j'aille à Matane comme candidat, j'irai à ce moment-là. Mais ultimement, M. Ryan avait déniché un bon candidat qui travaillait pour Québec Fer et Titane sur la Côte-Nord, dénommé Vézina, qui avait accepté de se présenter. Et ce qui fait que je suis resté à Montréal, là, à la permanence du parti pour organiser la campagne de 1981. Ça ne vous a pas frustré de passer votre tour? Non. Je savais qu'éventuellement, ça allait finir par... l'opportunité allait finir par se présenter. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu rendre service à mon parti. Et à ce moment-là, le parti souhaitait que je fasse davantage, donc équipe dans l'organisation, que d'aller dans un comté. Il faut se rappeler aussi toute l'atmosphère des candidatures de l'époque. La méthode de M. Ryan était une méthode un peu spéciale. Il faut se rappeler le petit catéchisme des candidats pour l'élection de 81. Moi, j'ai vu de mes amis aller passer d'entrevue ici au Parlement et de sortir de là avec un livre entre les mains qu'ils devaient résumer 48 heures plus tard. Disons que c'était pour certains un peu frustrant, mais c'était l'orientation de M. Ryan qui, à ce moment-là, était au sommet de sa gloire en termes d'organisation. Les gens lui reconnaissaient des talents exceptionnels comme penseur. Le livre beige du parti était sur la table à ce moment-là, qui avait été bien accueilli par la population. Il avait redonné au Parti libéral une crédibilité intellectuelle et de recherche qui venait asseoir ses exigences au niveau des candidatures. Alors, donc 81, ça a été une expérience d'organisation en termes de résultats. Ça a été assez douloureux aussi. Là. Oui, là, les libéraux ont perdu. Une défaite dure à avaler parce qu'ils retournaient à l'opposition pour un deuxième mandat. Et vous étiez chef de cabinet du whip. Donc, pour un rôle de stimuler les troupes, pas facile dans ces circonstances. En fait, mon patron, M. Lamontagne, à ce moment-là, a été défait par Michel Gauthier dans Roberval. Donc, le soir des élections, je n'étais plus chef de cabinet. Alors, c'est uniquement à la nomination de Michel Pagé comme whip du parti que je suis redevenu chef de cabinet de Michel Pagé et qui, là, a fait en sorte qu'au lendemain d'une défaite, qui était prévisible 15 jours avant le résultat. Quels indices? Des indices... parce qu'en fait, sur le plan de l'organisation, on faisait l'analyse de chacun des comtés et des possibilités de gagner ou de perdre. Et il est évident que la campagne menée par M. Ryan en 81, c'est une campagne décidée par lui, menée par lui,
Puis à titre d'exemple, en janvier 1981, lorsque le comité électoral du Parti libéral s'est réuni, nous avions recommandé une étude d'opinion qualitative et quantitative. C'était unanime. Il y a une seule personne qui n'était pas là, c'est M. Ryan. Ça coûtait 250 000 pour faire l'étude, pour savoir où nous étions dans l'opinion publique, qu'est-ce que les gens souhaitaient voir comme programme électoral, comme enjeu. Et lorsqu'on s'est revu la semaine suivante, M. Ryan est arrivé, M. Ryan a dit « Moi, je fais les centres d'achat, je fais du terrain, puis c'était vrai aussi, puis je n'ai pas besoin d'études pour savoir ce que les Québécois veulent. » Alors, donc, on a navigué pendant ces périodes-là en pensant que ce que nous avions comme programme électoral rejoignait finalement l'électorat québécois, alors que 15 jours avant, on a compris qu'on était à côté de la traque, qu'on avait sous-estimé la ferveur des Québécois vis-à-vis René Lévesque. Hein? On s'était enorgueilli du résultat du référendum de 80, de nos autres partiels que nous avions gagnés à l'automne 80, hein, les trois, les Paradis, les Solange Chaput, Roland, les Fabien Bélanger dans Mégantic-Compton, et que par conséquent, le pouvoir ne pouvait pas nous échapper. Et donc, ces ingrédients-là, et une mauvaise campagne de M. Ryan, hein, encore frais d'image, là. Un bon matin, de se retrouver dans le journal Le Soleil avec M. Ryan dans un autobus, avec une tiare en papier sur la tête, qui venait juste confirmer la main de Dieu, et ainsi de suite. Et donc, je vous dirais, 10 jours avant le vote, la presse sortait un sondage qui nous mettait 7 ou 8 points en arrière. Et à ce moment-là, dans une rencontre, M. Ryan, Serge Rémillard, Pierre Bibeau, Christian Ouellette et moi, là, il était évident que M. Ryan avait compris qu'on ne passerait pas à travers. Mais donc, à partir de ce moment-là, l'invincibilité de M. Ryan commençait à avoir des fissures là, sur son invincibilité. Et donc, l'autoritarisme d'un leadership, à ce moment-là, ne peut plus s'appliquer de la même manière dans les moments qui vont suivre, ou dans les semaines et les années qui vont suivre. Ça s'est reflété sur l'aile parlementaire? Ah, définitivement, définitivement. Donc, à partir de ça, ce qu'on aurait tenté de faire, c'est de construire des petites victoires. Parce qu'après ça, on a quand même continué à gagner des élections partielles. Donc, la motivation des troupes, la possibilité et finalement, le travail terrain a permis finalement de solidifier l'équipe et des petites victoires à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et le PQ nous a donné des chances exceptionnelles, hein, parce qu'après avoir signé des conventions collectives assez avantageuses pour le référendum et pour l'élection de 81, au lendemain de tout ça, le PQ renie sa signature comme gouvernement, avec des coupes de 20 %. Donc, évidemment, après ça, ça allait tout seul, là, sur le plan de l'organisation, mais les gens se disaient, on n'a quand même pas. On a quelqu'un qui est capable d'exercer le pouvoir, mais on n'a pas quelqu'un qui est capable de gagner le pouvoir. Et pour l'exercer, il faut le gagner. Et c'est là que, par des gestes ou des décisions prises au niveau du caucus ou imposées au caucus, a fait en sorte que l'appui à M. Ryan a commencé à s'effriter. Vous-même, quelle relation vous aviez avec lui, parce que vous étiez un de ses employés? Oui. En fait, j'étais l'employé de Robert Lamontagne, de Michel Gratton. C'était mes premiers patrons. Alors, ça, c'est sûr qu'il y avait une complicité assez importante avec eux, par le fait même aussi au chef du parti. Je vous dirais que les premières années, c'était tumultueux. J'ai senti par la suite du respect vers l'organisateur, compte tenu des missions qui m'étaient confiées. Par le gain des élections partielles, entre autres. Oui, des élections partielles, aussi des campagnes de financement en termes de structurer puis être capable d'aller chercher des sous
dans la population. Donc, cette confiance-là, graduellement, s'est améliorée et en 1900, lorsqu'il y a eu l'élection partielle d'Outremont, où André Renaud avait laissé, M. Bourassa s'était montré intéressé et le message avait été assez clair dans une communication que pas besoin de belle-mère à l'Assemblée nationale, donc ça avait réglé le cas. Et j'ai été convoqué à Montréal pour me dire tu vas t'occuper de la convention dans Outremont, où Pierre Fortier se présentait, qui était de Canatom. Et le message, un vendredi matin, à 11 h du matin, dans le bureau à côté de chez M. Ryan, ça a été Pierre Fortier doit passer. Et c'est toi qui vas le faire passer. Alors, et la convention était le dimanche, avec quelqu'un qui était connu à Canatom, mais pas connu dans Outremont, alors que Jérôme Choquette, qui était le seul ministre, qui est venu à mon élection de 1973, j'avais l'ordre d'aller travailler pour faire élire Pierre Fortier dans une convention. Alors, M. Fortier a gagné la convention par 2 votes au premier tour. Avez-vous gardé votre amitié avec M. Choquette? Oui, toujours par respect, parce qu'il comprenait la situation aussi, comprenait la situation. Et donc, je vous dirais que cette période-là, ça a été une bonne période avec M. Ryan. La période de son départ a été une période, plus tumultueuse ou plus difficile. Ça devenait inévitable, ou à peu près, son départ? En fait, il y a eu des moments de manque de souplesse. Mais M. Ryan était quelqu'un sur le plan idéologique. Il n'y avait pas de mou, c'était clair. Et on se rappellera le vote à l'Assemblée nationale où 5 ou 7 députés avaient voté contre la ligne de parti, avec des tordages de bras. Il y en a qui doivent encore avoir des plâtres aujourd'hui pour être capable de réparer ces cassures-là. Ça a été une période assez pénible. Ça marque de voir des députés qui sortent de chez M. Ryan ou de ses lieutenants en larmes, étant pas capables de renier leurs propres convictions. Et ce qui fait que ça nous a amené vers le rapatriement de la Constitution. Et André Ouellette, à l'époque, avait parlé avec Michel Gratton. Il avait dit à Michel Gratton, au rapatriement de la Constitution, on est prêt à lancer des invitations à des députés, mais on va lancer des invitations à des députés qui vont se rendre. Et le moment charnière de cette période-là a définitivement été lorsque une trentaine de députés libéraux de l'Assemblée nationale disaient qu'ils allaient accepter l'invitation, qu'ils allaient être présents ou accepter l'invitation. Ça s'est retrouvé dans la presse un matin, et moi, j'étais toujours au Parlement à 7h, 7h30 du matin, et là, la téléphoniste me cherchait. Elle disait, M. Ryan vous cherche, d'un ton assez... en voulant dire, le rappel sa presse. Alors, je parlais ce matin-là à M. Ryan, qui me dit, c'est une fausseté ce qu'il y a dans la presse. M. Ryan, c'est exact. C'est exactement ce qui va se passer. Alors, le téléphone s'est raccroché, et donc nos relations ont été un peu plus pénibles dans les périodes qui ont suivi, et tout ça s'est rétabli après que M. Bourassa ait gagné le leadership. Et M. Bourassa, pour lui, c'était assez clair que le Québec ne pouvait pas se passer un gouvernement de M. Ryan pour son apport intellectuel et ainsi de suite, et que c'était quelqu'un qui cadrait très bien à l'équipe. Et on a eu une conversation, on lui dit, M. Bourassa, aucun problème à travailler avec M. Ryan. Et la plus belle période pour moi avec lui, M. Ryan, ça a été la prise du pouvoir en 1985, aller jusqu'à mon départ. Merci, M. Côté. On continue la semaine prochaine.